vous parler du déroulé de la soirée. Dans les grandes lignes, hein, que nous allons respecter la ticket touch, évidemment, en commençant par un icebreaker, histoire de se mettre dans l'ambiance et d'espérer de libérer la parole. Nous avons la chance ce soir d'être un petit groupe, ce qui va permettre les interactions. C'est vrai qu'au bout d'une année passée sur Zoom, on a tendance à moins prendre la parole. Or, l'idée ce soir, c'est vraiment de vous la laisser, cette parole, et de bien profiter de la présence d'Oussama pour lui poser vos questions en direct. Donc, on va également revenir sur le podcast, qui est l'origine de cet événement, puisque nous souhaitons mettre en perspective l'expérience d'Oussama depuis qu'il l'a enregistré. Voilà, puis nous rencontrerons, donc on laissera d'abord la parole à Oussama et à Wilfried qui échangeront, histoire d'inspirer vos échanges et vos partages. Et enfin, nous clôturerons cette séance par une petite photo. Voilà. Donc, pour briser la glace, avec Wilfried, on vous propose de renommer vos caméras, mais attention, en vous replongeant dans les souvenirs de l'élève que vous étiez, l'élève ou l'adolescent plutôt, lorsque vous étiez à l'école. Est-ce que vous avez en tête, est-ce que vous pouvez faire remonter à votre esprit l'état d'esprit dans lequel vous étiez, les sentiments que vous aviez? Donc, on vous propose, pour vous inspirer, par exemple, la grenouille assoupie, qui aurait pu caractériser un élève. Est-ce qu'il y a une grenouille assoupie parmi vous? Et une fois que vous avez choisi votre animal, nous proposons de renommer vos caméras ou de tout simplement nous écrire dans le chat un petit peu à ce que vous pouvez imaginer de vous et nous renvoyer comme image. Pour vous inspirer, vous donner une idée, par exemple, pour moi, je me qualifierais de caméléon rebelle. J'avais l'art de disparaître tout en ne mâchant pas mes mots quand il le fallait. C'est à vous. Est-ce que vous avez des suggestions à nous faire? Alors, est-ce que vous pouvez mettre vos suggestions dans le chat? Parce que comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas les renommages de caméra, à vrai dire. Changement de programme, alors. Pardon? Changement de programme, alors. Parce qu'il y avait déjà un papillon créatif. Ah, merci. Oui, papillon Une chouette créatif. rêveuse. Donc, on a Estelle qui est un caméléon aussi. Est-ce que d'autres... Ah, une girafe sérieuse. J'adore. Une tortue confiante. Un chat sociable. Ah, une Ça va être lionne apprécié à l'école. perfectionniste. Un chat discret, oui. On oscille entre une souris studieuse. Ah, je ne pensais pas qu'on aurait une fourmi studieuse, carrément. Ah, moi, ça aurait été mon rêve d'être une fourmi studieuse. Est-ce que... Très bien. Donc voilà. Donc, finalement, on a un auditoire attentif ce soir. Ouais, plutôt, ouais. Maintenant, nous vous proposons de nous dire en quelques mots ce que vous êtes venu chercher ce soir, qu'est-ce qui vous intéresse, quels sont les mots-clés que vous avez en tête pour appréhender un changement de vie ou de parcours. Est-ce que vous avez envie de nous de partager ce que vous attendez de cet événement? Pourquoi vous êtes venu ici? Pour découvrir Osama ou pour le redécouvrir? Qu'est-ce qui vous attire dans les événements inspiration, ressources, curiosité, construire, essayer, motivation, inspiration, déclic et découverte totale?
envie de passer à l'action. Très bien. C'est vraiment notre objectif, ce que nous voulons obtenir ce soir, découvrir un parcours inspirant. Très bien. OK, ben c'est vraiment toutes ces réponses sont il n'y a pas de bonne ou une mauvaise réponse, bien sûr, mais toutes ces réponses sont bonnes et nous allons, tenter d'arriver à cet objectif. Inspiration, envie de passer à l'action, retrouver de la joie dans les envies de changement. Oui, tout à fait. Hyper, hyper important, de se faire plaisir dans cette quête de sens et cette quête de soi, effectivement. Très bien. Eh bien, nous allons passer à la suite. Donc on va, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, si je puis dire, on va, vous présenter la mission de Ticket for Change et la raison pour laquelle, donc nous organisons ce type d'événements. Donc Ticket for Change, c'est une association qui est née, d'un constat que 95 des Français ont envie de contribuer à résoudre des problèmes de société. Mais sur ces 94 seuls 20 le font. Donc, la mission activer des talents pour contribuer à résoudre nos grands problèmes sociaux et environnementaux suit 3 axes. Les 3 axes que vous voyez affichés à l'écran, qui sont donc la transition écologique, l'équilibre, excusez-moi, j'ai un problème d'affichage. L'éradication de toute forme d'exclusion sociale. Voilà, merci. Et le développement des talents de chacun, justement, ce qui permettra de contribuer à tous ces enjeux. Exactement. Donc, Ticket accompagne chacun à trouver sa voie d'engagement pour changer le monde à son échelle. Donc ça, c'est important de le dire parce qu'il y a, on peut, enfin, un Ticket for Change se consacre à 3 dispositions. Les personnes qui sont déjà engagées en tant qu'entrepreneurs, les personnes qui sont engagées en tant qu'intrapreneurs et les contributeurs à un monde meilleur, entre guillemets, qui va dans le sens des valeurs de Ticket for Change. Un individu engagé dans une carrière à impact et un individu qui a fait le choix de son activité professionnelle, de son métier, pour contribuer à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux par son travail. Qui a vraiment une intention, par son activité professionnelle, d'être utile pour la société et d'avoir dans cette intention des résultats directs ou indirects par son travail pour obtenir un impact positif. Évidemment, ça passe par un engagement et cet engagement se traduit par un temps passé, que ce soit à travers des missions ou en tant que bénévole. Voilà, il faut y consacrer du temps pour changer le monde et c'est le pari de Ticket for Change. Voilà, donc pour la présentation de Ticket. Donc maintenant, quelques mots sur l'envol, puisque quand même, c'est important d'en parler. Donc, l'envol, c'est un programme qui a été organisé par Ticket for Change et en partenariat avec Europe 1. Donc, il y a eu 15 podcasts qui ont interviewé des acteurs du changement à l'image de Osama. Et chacun de ces podcasts a rencontré un fort succès. Donc, ces podcasts sont toujours en ligne. Vous pouvez les retrouver sur le site d'Europe 1. Et vous verrez, il y a des interviews extrêmement intéressantes et inspirantes, justement. Et sachez que la série ayant tellement bien marché, l'année, le partenariat est reconduit pour 2021. Donc, il y aura de nouveau plein de nouvelles interviews à écouter et à prendre connaissance. Alors justement, puisqu'on parle de l'envol, j'ai vu que certains n'avaient pas pu écouter ou n'avaient pas déjà écouté le podcast d'Osama. Donc on va passer un petit extrait pour remettre ceux qui l'ont écouté dans le bain et puis pour que les autres puissent découvrir Osama. Donc, et Osama interviendra après.
Juste pour vous introduire ce podcast, Osama décrit qu'en fait, il a commencé par enchaîner des petits boulots en intérim et à suivre un petit peu la voie de son papa en travaillant à l'usine. Puis un jour, il a eu un accident de voiture et ça a été un peu le déclic pour lui. Donc, on écoute quelques extraits. J'étais sur mon espace de travail, il y avait une porte de voiture qui passait au ralenti, qui ne s'arrêtait pas mais qui passait au ralenti. Et je devais faire plusieurs manipulations. Donc je devais mettre le moteur de vitre de la voiture, je devais la fixer à l'aveugle, c'est-à-dire que juste en ayant mes mains dedans, je devais essayer de trouver les points d'accroche pour fixer. Ensuite, une fois que c'était fait, je devais agrafer le truc. Après, je devais visser et je devais brancher. Et tout ça en l'espace de quelques secondes. Et ça s'enchaînait comme ça, en étant debout. Et c'était hyper difficile, même si c'était simple à comprendre. Tenir 8 heures comme ça, c'était assez éprouvant. S'il n'y avait pas eu la ceinture, je pense que j'aurais traversé par rue. J'ai eu 2 semaines d'arrêt, tête gonflée, j'arrivais plus à bouger, j'étais en béquille et tout, je sortais plus trop de ma chambre, j'avais pas envie, j'arrivais même plus à manger. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, Osama, t'as un fils d'immigré, ton papa, il est venu en France pour t'offrir une meilleure vie. Et toi, aujourd'hui, tu travailles à l'usine comme lui. Est-ce que t'as pas plus d'opportunités que lui à faire quelque chose? Je suis rentré dans le développement personnel de manière impromptue, comme on dit. Et j'ai découvert ça un petit peu par hasard et j'ai vraiment kiffé. Et puis un jour, en traînant sur Facebook, je vois une vidéo d'un talk de quelqu'un que je considère un peu comme mon mentor, qui s'appelle Steve Abdelkarim, et qui explique vraiment que le cerveau, c'est comme un ordinateur et que lui aussi peut avoir des virus. Et en soi, en fait, ces virus, c'est des freins qu'on a, c'est un schéma de pensée. Et il a réussi un petit peu à déverrouiller des freins, à débloquer quelque chose en l'espace de 20 minutes, en faisant faire un petit exercice très simple où il prend la métaphore de l'ordinateur et tout, ça m'a marqué, mais je me suis dit, mais moi, c'est ce genre de choses que j'aimerais bien faire, en fait. Je crois que je tiens quelque chose et tout, et après, bon, j'ai fait en sorte de le rencontrer. Je l'ai rencontré, et puis je lui ai expliqué un petit peu mon parcours et tout, et je lui ai dit, j'ai envie de faire ça, et tout. Il m'a dit, mais fonce, mais vas-y, en fait, il y a personne qui t'en empêche. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai attendu la permission de quelqu'un pour faire ça. Et sa permission à lui, c'était juste le fait de me dire, mais attends pas la permission des gens pour le faire. Alors ce que je veux, c'est vraiment démocratiser le développement personnel dans les banlieues, en commençant par les décrocheurs scolaires. Donc en apportant des outils de développement personnel, en faisant des ateliers et aussi du sport, donc faire des événements sportifs. Ce que j'aimerais vraiment apporter aux jeunes que je vais former, c'est tout simple. Donner la possibilité, faire prendre conscience aux jeunes qu'ils peuvent faire plein de choses, mais qu'il faut juste essayer. Voilà. J'espère que ce partage vous inspire. Et justement, ce qu'on aimerait, c'est que vous nous disiez, que vous partagiez avec Osama ce que ça peut vous inspirer, ce en quoi ce témoignage vous touche. Et puis, donc, je vous propose d'écrire dans le chat, voilà, ce que ça vous inspire. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie déjà de partager avec Osama par rapport à ça? Ne pas attendre la permission, ouais, ça je crois que c'est vraiment fondamental et je pense qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres retours à faire à ces mots? Ils vous laissent pensifs, ils vous questionnent, est-ce qu'ils vous ont remis en cause? Donc extrait inspirant, ouais, ouais. Tout est possible, ouais, ça c'est clair aussi. L'obligation d'un accident, donc ça effectivement, mais souvent un déclic, ouais, à l'origine des transformations comme ça de vie. Toujours aussi tragique, heureusement.
Ne pas attendre, juste agir. On a tous en soi des super pouvoirs pour faire enfin ce qu'on veut vraiment, suivre son envie, son instinct, dépasser les pensées limitantes. Ça aussi, donc, du coup, on est en plein dans le sujet avec le développement personnel. Ok, très bien. Là, du coup, j'ai envie de te demander, Osama, ce que toi, ça t'inspire, ces réflexions? Ben, déjà, bonjour tout le monde, déjà. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Ces mots-là, ce qui m'inspire, c'est le fait de se rendre compte qu'ils se posent la bonne question et que la réflexion, elle est là, et que justement, la morale de l'histoire, ils l'interprètent à leur façon et que quoi qu'ils disent, eh ben, c'est ce qu'ils doivent entendre aujourd'hui et c'est aussi ce qu'ils doivent comprendre. Donc, ils sont sur la bonne voie et ça fait plaisir. Et je suis totalement d'accord avec ce que je dis depuis tout à l'heure. Dépasser les pensées limitantes. Le cerveau peut avoir un virus comme les pensées limitantes, la peur, exactement. Dépasser le sentiment d'imposture. Alors ça, ce sentiment d'imposteur, c'est quelque chose qu'on a quasiment tous et malheureusement, c'est une chose qui a été entretenue chez nous et on a tellement eu l'habitude de l'avoir que on a fini par l'entretenir nous-mêmes, quoi, de ce syndrome. Alors, justement, je pense qu'on a tous envie déjà de savoir ce que tu as fait depuis l'enregistrement, mais avant, j'aimerais que tu reviennes sur. On l'a vu dans l'extrait, hein, il y a eu un déclic, il y a eu l'accident, mais est-ce qu'il y a eu d'autres éléments déclencheurs et surtout, quel a été pour toi le moteur pour que tu continues à faire ce changement après ce déclic, quoi, que tu restes motivé et que tu gardes le cap? Euh, Ma vie est ponctuée d'épreuves. Et comme tu l'as bien dit, il y a eu plusieurs déclics. Et en réalité, l'accident, ça a été le signal fort. Parce qu'auparavant, il y a eu plein de signaux faibles qui faisaient que justement, euh, j'avais eu des petits pics de rappel qui m'expliquaient que j'étais pas sur le bon chemin. Et il y a eu l'accident justement qui m'a dit de ne pas m'écouter. Ben, moi, je vais faire en sorte que tu m'écoutes. Donc, il y a, comment dire, il y a eu l'accident justement, et puis il y a plein de choses qui se sont enchaînées. Je pense que là où ça m'a vraiment aidé, c'est que j'ai pris conscience que tant de chances de réussir dans quelque chose que j'aimais que de réussir dans quelque chose que j'aimais pas. D'échouer aussi, surtout. Échouer dans quelque chose que j'aimais pas, je veux dire. Et, euh, Et c'est ça qui a joué en fait. Je me suis rendu compte que même en étant à l'usine, même en bossant tous les jours, j'avais des galères. C'était pas facile pour moi. Et encore, l'usine à ce moment-là où j'étais, c'était la première fois que j'avais un CDD de 3 mois, alors que d'habitude c'était des CDD de 2 jours, de 3 jours, d'une semaine au mieux, et parfois qui étaient prolongés ou pas. Et c'était très difficile pour moi parce que c'était vraiment les seuls jobs que je pouvais trouver. J'avais postulé dans tous les magasins, j'avais postulé dans tous les cinémas, etc. Et c'était particulier parce que je trouvais vraiment pas d'emploi et ça me frustrait. Et, euh, et en fait, quand j'ai eu cet accident-là, ça m'a vraiment permis de déconnecter mon cerveau et de me dire de toute façon, autant essayer, autant essayer de faire quelque chose qui me plaît, quoi. Et c'est là où j'ai commencé à me demander qu'est-ce qui me plaisait, dans quoi je voulais avancer, etc. Et en fait, je me suis aperçu enfin, je me suis aperçu, il y a une chose dont j'étais sûr, c'était que j'adorais le sport. Et je me suis dit, mais pourquoi pas reprendre mes études dans le sport? Et j'ai commencé à chercher parce que je me suis dit, allez, il faut au moins que je tente la fac. Et puis, je me suis rendu compte en quelques recherches que je pouvais faire STAPS, donc, qui est une licence en sport et qui avait plusieurs débouchés. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer dans l'aventure universitaire. Ouais. Donc,
en somme, l'accident, ça t'a permis aussi de prendre du recul, en fin de compte, de faire un peu un break par rapport à ton quotidien. Ouais, on peut dire que c'était une remise en question forcée. Parce que j'étais quand même alité au lit. Enfin, j'étais au lit parce que j'ai eu quelques séquelles avec le choc de l'accident. J'ai eu le bassin qui s'est déplacé un petit peu, donc j'avais du mal à marcher. Euh, j'ai eu quelques cicatrices et tout, mais voilà. Donc j'avais toute la tête gonflée. Je mangeais pas. Enfin, les premiers jours, je mangeais à la paille. Je glissais une paille vite fait sur le coin de la bouche, là où il y avait une entrée. Et puis, je me souviens, il y a ma mère qui me faisait un peu de soupe et je buvais beaucoup de yop aussi à cette époque. Je crois que c'était la seule chose que je buvais avec de l'eau. Et j'arrivais pas du tout à ouvrir la bouche. Donc ouais, ça force à la remise en question, à l'introspection et à se poser des questions sur ce qui avait du sens pour moi, quoi. Bon. Donc, du coup, tu reprends les études par la voie du sport. Et après, comment tu as été, je sais pas, accompagné ou qu'est-ce qui t'a encore poussé à aller plus loin, quoi? Parce que tu aurais pu t'arrêter là, en fait. J'aurais pu m'arrêter là. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu d'autres épreuves, en fait. J'ai été pas mal éprouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habitais pas en Île-de-France à ce moment-là. J'habitais dans le 60, en Picardie. Donc, c'est à peu près en moyenne à 1 heure de transport de Paris. Et moi, j'étais à la fac de Nanterre. Et en fait, ça me prenait aller-retour 3 heures de transport. J'allais en train. Donc, j'avais en moyenne 1h20, 1h30 de transport aller et la même chose pour le retour. Donc, je faisais les allers-retours tous les jours parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en STAPS, on a à peu près 30 à 35 heures de cours par semaine. Donc, j'avais cours du lundi au samedi et ça me demandait beaucoup d'efforts. Mais ça me plaisait parce que pour la première fois, je rencontrais une nouvelle façon d'étudier. Il y avait des sciences, il y avait du sport, tout le monde s'amusait, tout le monde tapait des barres, tout le monde rigolait. C'était une promo et en fait, on était un gros groupe de potes et tout, et dans lequel je me suis rapidement intégré. Donc tout se passe bien et puis au fur et à mesure du temps, j'arrive à valider un petit peu mes années, mais une fois sur deux, je redouble. Je, j'ai beaucoup de difficultés à avoir de bonnes notes. Des fois, je valide à 10 piles, à 11. Des fois, je rate je suis à 9,5, etc. Et puis, ça génère une autre frustration, en fait. Parce que je fais l'effort d'eux. Je fais en sorte vraiment de donner le meilleur de moi-même. Je passe mes journées à la bibliothèque. Je travaille chez moi. Et en plus, à côté, je trouve un petit job, ça fait plaisir parce que je suis plus à l'usine et je travaille un petit peu dans un magasin au début et puis après en tant qu'animateur. J'enchaîne en fait réellement tous les jours, mais j'enchaîne au point de m'oublier, c'est-à-dire que je donne beaucoup d'énergie et je ne prends pas le temps de prendre soin de moi. Et à cette époque-là, je suis quelqu'un de très exigeant avec moi-même. C'est-à-dire que la notion de plaisir ou de récompense, elle n'est pas pour moi. J'ai pas de bonnes notes, je valide pas, donc je mérite pas de partir en vacances. Je m'autorise pas à partir en vacances. Et en fait, je m'injecte plein de freins comme ça et ça joue énormément sur mon état d'esprit, et même plus loin après, mon état de santé. Et, euh, et en fait, au fil du temps, donc j'arrive en troisième année et j'ai choses que j'ai dévoilées très récemment, hein, mais en fait, j'ai des problèmes de santé qui arrivent, qui m'obligent à arrêter la fac. Et en fait, je m'aperçois que je suis plus trop où j'en suis. Bon, je travaille, j'ai au moins un job qui me rassure et qui me permet de vivre correctement et de payer mon loyer et d'avoir une petite vie sympa. Mais au fond de moi, il y a un truc qui me dit, je suis pas fait pour ça, je vais pas faire ça toute ma vie. Je vais vite m'ennuyer, ça va me saouler et puis, je pense que je vais craquer. Et en fait, par hasard, je tombe sur cette vidéo sur Facebook où voilà, il y a un talk de Steve qui parle de neurosciences, de PNL, etc.
par des outils très simples et qui vulgarisent. Et en fait, ça me met tellement une grosse claque que la première fois, j'aime bien la vidéo, mais je sais pas, ok, très bien, je retourne dans ma routine. Mm. Quelques jours plus tard, je reviens, je me dis, ah, mais c'était vraiment bien. Et puis je la regarde une deuxième fois, une troisième, et je me dis, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça. Déjà, il y a la notion de révolte. Je me dis, mais comment ça se fait qu'on ne nous donne pas des outils comme ça pour aller mieux, pour apprendre, pour avancer, pour devenir la meilleure version de moi-même. Et c'est tellement une claque que je me dis, il faut que je le rencontre en physique, en fait. Et c'est comme ça qu'après, je suis parti le voir et qui m'a dit, qui m'a donné la permission en réalité. Quelque part, tu rencontres, alors peut-être pas un mentor, parce que je suis pas sûr qu'il t'ait suivi par ailleurs, mais un petit peu ça. Du coup, ce que je propose, c'est que enfin, tu vas nous décrire justement les projets que tu as pu créer, ou les aventures dans lesquelles tu t'es lancé, puis où tu en es aujourd'hui. Et pendant ce temps-là, si les participants veulent te poser des questions, eh ben, je vous propose de le faire dans le chat. Puis, Très bien. Ça marche. Moi, je suis rentré. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis lauréat de la promotion Ticket for Change 2017 et je suis rentré avec un projet qui était d'accompagner les décrocheurs scolaires pour les aider à retrouver de la motivation et de l'estime de soi par le biais du développement personnel et du sport. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais d'une autre manière un petit peu, c'est que malheureusement, j'ai dû pivoter, notamment à cause des problèmes d'organisation avec les écoles et tout, et que c'était compliqué de suivre sur du long terme des décrocheurs, en étant rémunéré, hein, j'entends. Là, je suis spécialisé dans l'accompagnement des jeunes, toujours, mais notamment des services civiques, entre autres, où l'idée, c'est de les aider à trouver ou développer un projet professionnel. Et c'est pareil, j'utilise le développement personnel. Donc, j'ai dû pivoter parce que la notion de sport, ça arrivait un peu trop tôt et je devais tester déjà des outils de développement personnel pour adapter au mieux la demande. Et là, je vais passer à la deuxième version où justement, je vais faire en sorte de challenger ces mêmes jeunes pour vraiment les mettre à l'épreuve et leur faire révéler par eux-mêmes leur potentiel. Et ça va jouer autour de divers ateliers qui ne sont pas l'habitude de faire, comme ateliers culinaires ou ateliers sportifs. Et puis, il y aura la branche entreprise qui va rentrer dans le business. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que là, récemment, il y a un peu moins d'un mois, j'ai lancé mon podcast qui s'appelle Artisan de l'Esprit. Et l'idée, c'est d'aller rencontrer toutes ces personnes issues de quartiers populaires et de banlieues et de cités pour, euh, pour voir comment ils font pour vivre de leur passion. Et on passe comme ça 45 minutes, une heure à parler de leur parcours et on fait le parallèle avec tout ce qui est lié aux cultures urbaines. Et on parle en toute sincérité, sans langue de bois. Voilà, c'est du brut et on échange, quoi, et c'est du kiff. ok. Écoute, on a une première question de Margot qui voudrait savoir si tu as fait une formation pour travailler sur les notions de développement personnel ou si tu t'es, enfin, si t'es autodidacte, si tu t'es formé. Ouais, alors, je me suis formé, mais je suis pas. Si la question c'est est-ce que je suis certifié, aujourd'hui, je ne suis pas certifié. Mais je me suis formé à plusieurs choses auprès de spécialistes. Maintenant, ce que je fais, je commence vraiment par la base. C'est-à-dire que je m'interdis d'utiliser des outils qui sont très techniques, qui sont utilisés uniquement par des maîtres praticiens PNL, par exemple, comme l'ancrage et le désancrage, etc. Ça, c'est des trucs qui sont très techniques et auxquels je ne touche pas parce que il faut de l'expérience. Moi, ce que je fais, c'est vraiment expliquer les notions de frein, les remettre en question par rapport à leurs croyances et c'est déjà un chantier énorme. Donc, j'ai vraiment du boulot à ce niveau-là. Et en ce qui concerne la certification, ça va arriver courant 2021.
D'accord, c'est quoi comme certification? Je ne connais pas ce domaine. En fait, c'est pour être certifié coach. Donc, tu as coach, tu as PNL, tu as ProcessCore, enfin tous ces trucs-là. Tu as plusieurs types de certificats. En fait, il n'y a pas vraiment de diplôme d'État, si ce n'est des certificats qui sont reconnus. Mais voilà. Tu n'es pas obligé d'être diplômé pour pratiquer, mais c'est recommandé. N'hésitez pas à poser vos questions. Et, justement, Oussama, parmi les personnes que tu as pu accompagner, est-ce que tu as essayé, tu as pu faire une espèce de tirer une conclusion de quel était le frein principal, ou au contraire, est-ce que chaque cas est particulier, propre à chaque individu, tu vois, ou est-ce qu'au contraire, il y a finalement un gros mur à défoncer pour tout le monde? Est-ce que c'est les mêmes, en gros, est-ce que c'est les mêmes problématiques, ou au contraire, elles sont très personnelles à chaque individu? Je dirais un peu des deux finalement. Elles sont à la fois très personnelles, mais aussi générales. Il y a, il y a déjà malheureusement, il y a le manque de modèles. Donc ça rejoint aussi la raison pour laquelle j'ai fait les podcasts. Pardon. Il y a le manque de modèles qui fait qu'aujourd'hui, parmi la majorité des jeunes que j'ai accompagnés, il y en a qui étaient à la fac et qui savaient très bien ce qu'ils voulaient faire comme avocat, etc. Mais c'était plutôt rare. Et la plupart, c'était je veux être infirmière, je veux faire de la coiffure. Et en fait, tout ça, à chaque fois, c'était parce que dans leur entourage, ils connaissaient quelqu'un qui était infirmier, etc. Et, et en termes d'ambition, c'était très limité à chaque fois. Et donc, c'était par rapport au manque de modèles, il y a le manque d'information, mais il y a aussi le manque de curiosité parce que moi, par exemple, j'interviens beaucoup à Évry. Évry, c'est dans le 91, c'est très très loin et il y a beaucoup de temps de RER. Il y a à peu près 40 minutes de RER quand tout se passe bien et quand il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un réel problème d'envie d'essayer des choses parce que je ne sais pas comment on les parque dans des endroits, c'est très limité dans les occasions et les opportunités. Aujourd'hui, quand on demande à un jeune, ouais, moi souvent, quand je demande à un jeune qu'est-ce que tu fais et tout, comme hobby, on me dit soit il joue à la play, il sort avec ses potes mais il reste dans le quartier, ou voilà, de temps en temps, ils vont manger au resto, ils vont se faire un cinéma, mais c'est limite qu'à ça malheureusement. Et bon, c'est une majorité. Après, heureusement, les réseaux sociaux font qu'il y a, il y a des petites opportunités qui peuvent se créer. Mais si on ne les pousse pas à l'action, ils restent dans leur coin. Donc le plus gros problème, c'est selon moi le fait d'avoir la flemme de faire des choses en fait, d'avoir ce manque de curiosité et d'envie de découvrir de nouvelles choses. Oui, donc c'est quand même un gros point de blocage, mais qui s'expliquerait par ce manque d'inspiration qui est lié au quotidien, quelque part. Et en fait, par contre, la réponse, elle est très personnelle, puisqu'évidemment, si on arrive à s'écouter et à se révéler à soi-même, eh bien, on va trouver des réponses très, très personnalisées, alors qu'on finalement, on est un peu tous bloqués par cette même sensation d'être perdu et finalement de se méconnaître, d'après ce que tu dis. Ouais. Alors justement, il y a Margot d'abord qui demande si alors, as-tu fait une formation pour pouvoir travailler sur l'instinct, ou juste ton expérience? C'est celle que tu as posée? Oui. Oui, pardon, alors celle d'après. Alors, justement, comment ça se passe avec les jeunes? Ça, c'est Chat Dissipé qui nous demande qu'est-ce qu'ils pensent, eux, du développement personnel? Est-ce qu'ils sont sceptiques? Ils connaissent pas. Et ça, c'est un avantage parce que ils n'ont pas d'avis. Et vu qu'ils découvrent, ben, ils se font eux-mêmes leur propre avis. Et après, je pense que effectivement, ça va dépendre de la pédagogie qui est présente.
et comment la personne qui est en face d'elle va apporter le truc. Moi, je fais il y a un gros travail de patience parce que souvent, eux qui découvrent, déjà, ils me découvrent moi, ils découvrent des nouveaux outils et des fois, ils peuvent se dire, mais je ne sais pas où on va aller et tout. Et par exemple, là, mardi, j'étais avec un groupe de jeunes et c'est marrant parce que les réactions varient selon, enfin, le comportement varie selon les personnes, mais à la fin, depuis le temps que je fais ça, à la fin, c'est toujours la même chose. C'est super intéressant, j'ai appris plein de nouvelles choses et tout. Et c'est marrant parce que mardi, par exemple, il y a eu un jeune, en fait, je pensais qu'il avait quitté, enfin, qu'il était retourné dans sa bulle, mais en fait, c'est juste qu'il était en train de conscientiser. Et il a pris un moment comme ça, il m'a dit, mais en fait, c'est un truc de fou ce que tu me dis là. Parce que là, je viens de me manger une claque. Et il a commencé à réaliser juste la notion de frein, à quel point ça pouvait jouer sur lui, quoi. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que c'était le premier atelier avec eux. Et ce que je fais, c'est que le premier atelier, je ne parle pas de leur projet, on ne parle pas de leur projet ou quoi que ce soit. Je focus uniquement sur les freins. Parce que pour moi, c'est super important de prendre son temps sur ça pour qu'il puisse, justement, pour que la suite puisse se dérouler au mieux. Et en fait, il se mange des claques parce que moi, j'essaye de vulgariser au maximum. J'essaye d'imager les concepts pour qu'ils soient justement très accessibles. Et quand je leur fais faire des petits exos et tout, et des petits débats et tout, en fait, ils se rendent compte que leur entourage, que eux, que les proches, que l'école, que eux-mêmes sont éduqués d'une certaine manière. Et voilà, ils sont un peu déstabilisés, ils sont fatigués aussi. Mais c'est une bonne fatigue parce que je les pousse à la réflexion et à l'introspection. Chose qu'ils n'ont pas toujours l'habitude de faire. Ouais, c'est clair. On a une autre question de Margot qui voudrait savoir comment tu as commencé ta démarche, enfin, comment voilà, tu as pris contact et finalement avec qui tu travailles, les jeunes, les écoles, les associations. Et question complémentaire, est-ce que tu travailles avec des réseaux d'éducation privée? Alors, comment tu as commencé à construire justement ton réseau là et avec qui tu travailles? D'accord. Moi, comme je vous l'ai dit, j'avais des problèmes de santé qui me freinaient déjà moi-même. Et ce, même à l'époque où j'étais accompagné chez Ticket for Change. Et, euh, et en fait, ce projet-là, c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur. Mais déjà, la première chose que j'ai fait, j'ai appris à prendre soin de moi. Parce que je m'interdis vraiment d'enseigner des choses avec lesquelles je ne fais pas moi-même l'effort d'eux et avec lesquelles je ne suis pas forcément aligné. Donc pour moi, c'était un point important. Donc j'ai pris du temps à faire ça, j'ai pris du temps à me soigner et à prendre soin de moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand je n'étais pas forcément à 100% sur le projet, quand je me retrouvais dans des moments de networking, ben, je pitchais quand même. Et, euh, et puis il y a des personnes qui ont aimé, qui m'ont donné ma chance en fait. Ils m'ont dit, écoute, moi j'ai un groupe de jeunes, j'ai un groupe de service civique, et d'ailleurs c'est le même client avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant, euh, qui me dit, vas-y, ça m'intéresse ce que tu fais et tout, j'ai envie qu'on bosse ensemble, etc., j'ai envie qu'on collabore ensemble. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, et puis ça s'est super bien passé en réalité. Et en fait, la première chose qu'il faut se dire à ce moment-là, c'est s'autoriser à l'erreur parce que la première fois, elle n'est jamais parfaite. C'est comme la crêpe. La première crêpe, on sait très bien qu'elle n'est jamais parfaite. Donc, c'est la même chose. Et c'est ce que j'ai commencé à me dire parce que j'avais peur au début de ne pas être à la hauteur, etc. Et j'ai commencé à me poser les questions comme, en fait, j'avais juste à commencer par là où j'ai commencé avec moi. Et j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par les freins. Donc, j'ai commencé par un atelier de freins. Après, j'ai enchaîné avec d'autres ateliers. Et j'avais une petite expérience aussi dans la prise de parole en public et qui m'a aidé vraiment à avoir confiance en moi. Je l'ai intégré dans le programme, etc. etc. Ça, c'était la première question. Ensuite, c'était quoi?
Où est-ce que tu interviens? Est-ce que tu interviens dans des écoles, des collèges, des associations? Alors moi, je suis intervenu, tu vois, là avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais j'interviens auprès d'écoles. J'étais en train de prototyper une version bêta de mon projet avec le lycée de Nanterre, où l'idée c'était de les challenger encore une fois et les rendre autonomes en contrepartie. Donc l'idée c'est qu'ils améliorent leur comportement et leurs notes. Et en contrepartie, moi je leur faisais visiter un média qui s'appelle Yard, qui est une agence qui font des choses extraordinaires avec dans le milieu urbain, foot, dans le rap, dans la musique et plein d'autres choses. Ils travaillent avec des très grandes entreprises et tout qui sont consommées par ces jeunes-là. Et je leur dis en échange, moi je vous fais visiter les locaux, vous découvrez des nouveaux métiers, et puis à la fin, vous allez devoir justement, vous allez devoir organiser un événement, faire une restitution de tout ce que vous avez appris. Et puis, il y a notre cher coronavirus qui est arrivé et qui malheureusement nous a fait mettre une petite pause à ce niveau-là et j'en ai profité pour pivoter. Donc aujourd'hui, je travaille avec les villes. Je travaille beaucoup. Alors, un de mes plus gros clients, un de mes clients les plus réguliers, c'est une association qui s'appelle La Sacoche pour l'Emploi qui est à Évry. Et avec elle justement, je collabore pour intervenir auprès de services civiques dans cette ville. Aujourd'hui, avec cette ville-là qui me fait confiance, on est sur un nouveau projet qu'on compte lancer là, courant 2021. Et puis je travaille avec des assos à Nanterre. Voilà, je travaille avec quelques associations, avec la ville et puis le podcast qui m'apporte encore aujourd'hui une belle opportunité qui va me permettre de créer un nouveau business aussi super intéressant. Mais j'en dis pas plus. Tu peux, hein, si tu veux. Non, je suis en phase photo là, donc je peux pas. C'est innovant et je suis en train de valider mon premier client et dès que j'aurai testé et eu un vrai retour, j'en parlerai. Alors, justement, ça fait une bonne transition avec une des questions qui porte Ouais. sur la rémunération. Est-ce que Ah, tu peux un petit tu peu en parler? Quelle régularité tu as eue? Parce que ça peut être une… es un peu en avance là, Sophie, parce que justement, pardon. c'est un petit peu la question qu'on pose à la fin justement des épisodes de l'envol. Il y a une question de fin qui est quelle serait pour toi l'étape suivante? Et je sais pas si tu te rappelais justement, Sana, ce que tu avais répondu. Ouais, l'argent. C'est ça, justement, comment concilier un métier, une carrière sociale et l'argent. Donc, effectivement, ça fait une belle transition avec la Ouais. question de l'achat social. Est-ce que c'est possible? C'est bien évidemment possible. C'est clairement possible. C'est un frein comme un autre. Moi, j'avais la croyance que je pouvais pas, vu que c'était une activité sociale, donc dans ma tête, c'était uniquement pour les associations et que c'était sous forme de bénévolat, alors que pas du tout. Pas du tout. Et aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Bah, on regarde déjà Ticket, quand on voit Ticket for Change. C'est une grosse association qui génère, je pense, hein, je ne connais pas, mais je pense qu'il génère pas mal d'argent quand même, vu ce que vous faites. Euh, et rien que ça m'a fait remettre en question un petit peu même sur le modèle associatif, parce que j'ai longtemps hésité. Est-ce que je l'ouvre ça sous forme associative ou sous forme de business? Et même si maintenant, aujourd'hui, on peut concilier les deux, j'ai préféré me challenger jusqu'au bout et avancer sur le côté business. Donc oui, c'est possible. C'est juste assumer le truc, aller au bout. Et de toute façon, que ce soit dans l'ESS ou dans l'entrepreneuriat au sens large, il y a toujours cette problématique de facturation, de savoir comment on facture, etc. Au début, c'est normal, on est en train de tester, on ne sait pas trop combien on estime notre travail, combien ça devrait être facturé, etc. Euh, mais moi, ce que je peux te donner en tant que conseil comme entrepreneur, s'il y en a parmi vous et qui ne savent pas encore comment facturer, au début, n'hésitez pas
à demander même dans votre étude de marché, selon vous, combien ça devrait, cette prestation devrait, enfin, devrait coûter. Est-ce que c'est moins de 100 euros, plus de 200 euros, entre 500 et 1000 euros? Je ne sais pas, ça dépend de ce que vous proposez, mais ça peut être un élément qui peut vous aider à trouver une marge. Je ne sais pas si on a répondu à ta question, Félix. C'est bon pour toi? Alors là, je vois que le temps avance. Ce que je vous propose, c'est à votre tour de nous dire quelle serait la prochaine étape pour vous, la prochaine chose que vous aimeriez changer. Justement, est-ce que c'est passer à l'action, c'est oui, comment, ou qu'est-ce que vous aimeriez entreprendre là dans les semaines, dans les mois qui viennent? Excuse-moi, Wilfried, est-ce que j'ai répondu à la question de Ophélie? Je ne sais plus. Ophélie. Ben justement, je lui demandais si c'était si tu avais bien répondu ou pas, si c'était suffisant ou si elle voulait des compléments. Très bien. N'hésitez pas éventuellement à ouvrir vos micros si vous voulez intervenir en direct. Oussama, tu peux peut-être répondre à cette question de tourner en rond, puisque je pense que ça parle aussi à d'autres. C'est très difficile. On arrive des fois à des moments de confusion tels que, alors qu'on veut avancer, on ne sait plus trop comment se recadrer, entre guillemets. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Et si oui, qu'est-ce que tu as mis en place? J'ai vécu ça, j'ai fait ça, j'ai passé ma vie à vivre ça. Et c'est une très bonne question, Ophélie, en réalité, parce que je suis quelqu'un de perfectionniste de base et qui a constamment tendance à se remettre en question et trop en question. Et en fait, justement, c'est un des exos que je fais faire aux jeunes quand j'accompagne parce que on a tendance à trop vouloir intellectualiser. Et c'est le piège, en fait. Euh, il faut passer à l'action rapidement. C'est-à-dire que au bout d'un moment, chercher le pourquoi du comment, ça n'a aucun intérêt. À partir du moment où tu passes en action, c'est là où tu vas voir les résultats et tu vas voir les réponses à tes questions. Il y a un truc il y a un test que je fais souvent à la première séance, c'est le test de la chaise. Donc en fait, je donne, si vous avez un papier et un stylo, vous pouvez le faire. C'est très rapide. Euh, En fait, c'est très simple. Je donne 15 secondes pour dessiner une chaise. Et, euh, et une fois que la chaise est dessinée, donc généralement, la chaise, voilà, elle a un dossier, soit elle est faite de face ou de profil. Parfois, c'est une chaise longue, mais voilà, tout le monde fait une même chaise quasiment, elle se ressemble tout. Et puis ensuite, je demande aux gens de me dessiner la liberté. Et là, il y a plein de réactions. Les gens ils disent quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouh là là, mais je sais pas, ou ça se dessine pas. Il y a beaucoup de choses. Et il n'y a jamais deux fois la même chose. Euh, et ça, c'est super intéressant. Et en fait, ce qui ressort de ça, c'est le fait que justement, au-delà de 5 secondes à peu près, il y a l'instinctif qui laisse le relais au rationnel. Et du coup, on cherche à intellectualiser à chaque fois. Et c'est ce délai-là, ce court délai, qui fait que justement, on passe pas à l'action. Donc en fait, quand vous avez une idée spontanée, une envie de faire quelque chose, faites-la tout de suite. Il y a Mel Robbins qui explique bien ça dans son livre La règle des 5 secondes. Elle prend l'exemple aussi du réveil. Quand votre réveil sonne, vous décomptez 5, 4, 3, 2, 1, 0, et puis à 0, vous vous levez. Parce qu'en fait, le fait de décompter, ça vous empêche d'intellectualiser. Donc, le meilleur moyen de passer à l'action, c'est justement d'arrêter de réfléchir. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Félix? Super, merci. Très bien, avec plaisir. Oui, il y a une phrase, Oussama, que j'adore, que tu as mis, je crois, sur ton site, qui dit
qui dit écoutez les gens, mais n'écoutez pas les conseils des gens, mais écoutez leur histoire. C'est ça? C'est à peu près comme ça que tu le dis? Exactement ça. Voilà. N'écoute pas les conseils des gens, mais écoute leur histoire. Voilà. Et je trouve que c'est hyper fort parce que ça montre bien à quel point il faut être à l'écoute de soi et quand on écoute les gens. C'est-à-dire que effectivement, c'est en suivant des modèles et en étant attentif à son entourage qu'on va pouvoir ressentir en soi des pistes de travail et de changement. Et je trouve que elle est magique, cette phrase. Ouais. J'en ai une autre, mais je vais la garder pour la conclusion. Et- Il y a une question de Yacine. Comment faire quand justement nous sommes perfectionnistes et qu'on peut être amené à être je dirais il faut apprendre à, et ça aussi c'est un travail sur lequel j'ai fait, c'est que j'ai appris à être indulgent avec moi-même. Parce que le perfectionnisme, en vrai, la perfection, on le sait tous, ça n'existe pas. Donc, plus tôt tu commences, moi, ce que je fais, c'est souvent quand je me lance dans un nouveau challenge et que j'ai peur, notamment quand j'ai commencé à faire des concours d'éloquence, quand j'ai commencé à faire mon premier podcast pilote et tout, je me suis dit, bah, ça va être le moment de faire un maximum d'erreurs. En fait, je me suis autorisé à faire un maximum d'erreurs. Et je me suis félicité à faire pas mal d'erreurs. Parce que ça va me permettre d'améliorer. Et après, j'envoie à quelques personnes. Et puis, je récupère les retours et les feedbacks. Et là, je commence à vraiment faire du contenu. Et souvent, on est surpris parce que même si on pense avoir fait quelque chose de vite fait, ben, on a quand même des bons retours. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, le perfectionnisme, c'est un poison en réalité. Tu vois, il faut que tu ailles au truc, il faut que tu apprennes à être indulgent avec toi-même. Aussi simple que ça. L'être humain, il est fait de ça. Il est fait quand tu regardes le corps humain, c'est un corps extrêmement puissant qui a plusieurs choses différentes et qui, à chaque fois, a des choses qui sont complémentaires. Je prends l'exemple du genou. Les deux os du genou, ils sont mal formés. Mais il y a les ligaments pour compléter, il y a les muscles, les quadriceps, les ischio-jambiers qui viennent renforcer. Et en fait, c'est ça. C'est commencer par des fondations et puis alimenter pour renforcer. J'ai trouvé que ça comme métaphore, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est mon côté STAPS. Ok, bon, écoute, je vois qu'il est 8h moins 5. Si tu veux, je te laisse conclure avec la citation que tu voulais nous donner à l'instant. Ouais. Bah, déjà, un grand merci pour m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore merci pour l'invitation. Et la seule conclusion que je voulais dire, c'est que on n'a pas, on a tendance à dire qu'on n'a qu'une vie, et en réalité, on n'a pas qu'une vie. Par contre, on n'a qu'une mort. C'est vrai. Écoute, merci Osama. Très bien, merci. C'est vrai que ça, sans mettre trop la pression, ça donne du sens en tout cas. Très bien, merci beaucoup Osama. On n'avait pas de doute sur le fait que tu redonnerais du courage et des pistes pour changer. Vraiment un grand merci pour ce moment. Je pense qu'on a vraiment eu un grand temps d'échange et on a pu t'écouter, c'est chouette. Un plaisir Du coup, partagé. pour conclure, on vous donne quelques pistes sur Ticket, pour mettre en application des changements en étant accompagné, parce que c'est vrai que c'est aussi important de pouvoir avoir des supports dans la réflexion, comme on vient de le voir. Donc, Ticket for Change propose plusieurs programmes. Donc, les podcasts de l'envol et de Vécu, si vous ne connaissez pas, allez-y, écoutez-les, c'est vraiment d'une richesse incroyable. Vous voyez, il y a des personnes comme Osama qui sont interviewées, c'est très concret, c'est court. Donc, vous pouvez vraiment faire ça lors d'un transport, de la cuisine, du ménage, du sport, comme vous voulez. Vous avez évidemment nos événements en ligne, Ticket for Change, animés par les connecteurs dans toute la France. Il y a 7 villes qui sont concernées aujourd'hui. Vous pouvez également rejoindre les équipes des 7 villes concernées avec plaisir, sachant que nous sommes des bénévoles. Et voilà, nous, on prend notre kiff grâce à ces événements à rencontrer plus personnellement des
des personnes investies et puis des acteurs du changement, pardon, je cherchais mes mots. Vous avez aussi 2 formats sur 2 jours qui vous permettent de mieux connaître, mieux voir où vous en êtes et de mieux choisir vos pistes d'action. Donc, l'exploration, c'est quand on veut agir par soi-même. On prend 2 jours pour se reconnecter à soi. Et l'Odyssée, ça se passe à l'intérieur de l'entreprise, c'est destiné aux intrapreneurs. Aussi un très bon pas pour commencer à étudier le changement de vie, le changement de parcours, c'est le fameux MOOC élaboré en partenariat avec HEC qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. Ça dure 7 semaines, c'est vraiment 7 semaines de dingue où vous êtes complètement certes connecté à l'ordinateur, mais vraiment on vous pose des questions, vous pouvez aller loin dans la réflexion et tester votre réflexion. Vous avez aussi l'excellent livre de Mathieu Dardillon qui s'appelle Activer vos talents et qui est le cofondateur de Ticket for Change, qui est vraiment hyper pratique et inspirant. Et puis, bien sûr, le fameux parcours entrepreneur dont vous a parlé Oussama et qui accompagne sur une durée de 6 mois